Bonjour Amaena et bienvenue dans ce nouvel épisode des Regen Talk. Pour rappeler l'intention de ces interviews, c'est pour venir explorer les sujets de différentes personnes qui essayent de poser soit des nouveaux concepts, soit des projets, soit qui sont dans des organisations, pour essayer de faire un peu les choses différemment ou de venir explorer certains sujets de manière un peu décalée. Moi, je t'ai juste découvert sur LinkedIn au passage de ma veille. Je suis tombé sur ton annonce de ton nouveau livre. J'en dirai pas plus tout de suite parce qu'on va parler majoritairement de ça dans cet épisode. Mais avant ça, je veux bien que tu nous donnes un petit peu de contexte sur toi, qui tu es, et puis potentiellement introduire un peu le cheminement qui t'a amené justement à Bonjour travailler Fabrice, sur cet merci ouvrage. beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis philosophe de formation, j'ai fait Normal Sup, j'ai eu la Greg et j'ai fait un doctorat de philosophie. Et ce livre, c'est mon deuxième livre, ça s'appelle La Société des projets et c'est issu de mon travail de thèse. Et l'origine de ce bouquin, c'est des interrogations similaires aux tiennes, c'est-à-dire que je me demandais comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser des projets les plus joyeux possibles et les plus bénéfiques possibles au monde. De manière un petit peu naïve, je pensais qu'en gros, il suffisait de mettre en commun des ressources et ça allait. Et puis, en lisant le livre de Boltanski et Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, je me suis rendu compte que le projet était déjà un dispositif très présent dans le monde managérial et en fait plus largement, et qu'il pouvait être source, paradoxalement, de ce que j'ai appelé la déprojection, c'est-à-dire d'une perte de capacité à se projeter. Donc parfois, c'est quand les entreprises demandent au sujet de se projeter qu'il y a le plus de perte de sens. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Et c'est en partant de ce paradoxe que j'ai commencé ma thèse. Là, pour une brève présentation. Si on rentre un peu dans le pitch de ta thèse, comment t'es rentré dans ce sujet-là? Bah T'as alors tricoté, t'as le construit premier autour. sujet, ça a été de réfléchir à la manière dont on définissait le projet, parce que en philosophie, c'est un terme qui est assez peu présent. Il y en a un peu chez les existentialistes, chez Sartre, chez Beauvoir, et en psychanalyse, mais c'est à peu près tout. Et donc, j'ai défini 3 critères qui sont très simples. Le premier critère, c'est que tout projet est une activité de production en commun. De production, ça veut dire qu'un projet, eh ben, il va réaliser quelque chose dans le monde, il va se matérialiser quelque part. C'est pas une chimère. Quand on fait un projet, on n'est pas juste en train de rêver à quelque chose. Et cette production, elle est toujours en commun, parce que même quand on fait une production, je pense à l'écriture d'un livre, en fait, on se rend compte qu'il y a tout un travail collectif, parce qu'on mobilise d'autres auteurs, mais aussi parce qu'on travaille avec des éditeurs, voilà, il y a un travail collectif derrière. Donc ça, c'est le premier critère, c'est la production en commun. Le deuxième critère de définition du projet, c'est que c'est une activité de production qui est orientée en fonction de fin, en fonction d'une finalité, en fonction d'un but. Et c'est pour ça que je pense qu'il est bien de faire une apologie du projet, c'est qu'on a besoin de réfléchir davantage au sens de ce qu'on fait quand on participe à la production, au travail. Et c'est justement en réfléchissant à ce sens-là qu'on est en train d'avoir une activité projective. Et la troisième dimension qui me semblait très importante, c'est la dimension créative ou expérimentale du projet. C'est comme ça que je distingue le projet du plan, du programme. Quand on fait un plan ou un programme, on a quelque chose en tête, on a un objectif défini et on cherche à l'atteindre. Et on voudrait que tout se déroule parfaitement selon les calculs qu'on a fait en amont. Et le projet, c'est une autre logique. C'est une logique dans laquelle on accepte en amont qu'il y a des choses qui vont échapper à notre anticipation et qui vont impliquer des bifurcations au fur et à mesure. Et c'est une dimension de création. La création, elle n'est pas seulement artistique, il y a de la création dans tous les domaines. Et c'est ce qui fait que le temps de réalisation du projet n'est pas un temps qu'on peut compresser à l'infini, parce que ce temps-là, il va permettre le surgissement de choses nouvelles. Et pour donner un exemple très clair, que j'aime bien citer souvent, c'est celui de l'architecture. Quand on commence un chantier, on pense que voilà, on va arriver à tel résultat à la fin, puis on se rend compte, je sais pas, dans la phase de démolition, qu'il y a telle et telle chose qu'on n'avait pas prévue, et donc en fait, le projet va évoluer au fur et à mesure des découvertes. Donc voilà, 3 critères: production en commun, finalité, donc sens, et dimension créative, avec une finalité qui peut changer aussi au fur et à mesure. De ce que tu me dis, j'imagine qu'il y a pas mal de biais actuels dans la manière dont le projet est conçu, que ça soit en entreprise ou même culturellement, parce que ça me fait directement penser, quand on parle de la fin du projet,
Quand on est en entreprise, par exemple, on va avoir une notion de livrable, par exemple, en disant, bah, Ouais, voilà ce qu'on veut exactement avoir en sortie. Et puis en effet, ouais, vu qu'il y a un engagement sur cette fin-là, alors toutes les personnes engagées dans le projet vont tout faire pour pouvoir aboutir à ça, même si pendant le projet, ouais, comme tu le dis, vu que c'est pas un programme préétabli, on se rend compte qu'en fait, il y aurait des bifurcations à appliquer. Mais en fait, bah, vu qu'on a vendu le livrable, on va pas être capable de pouvoir sortir de cet axe-là. Et en fait, on va se retrouver dans une espèce de tension entre essayer d'atteindre la fin qui était établie et puis le fait que ben, on sent très bien qu'en ouais. fait, c'est en train de partir sur autre chose. Et qu'est-ce que, voilà, est-ce que toi, tu as exploré justement cette Bah, tu notion as de biais complètement raison. du Enfin, projet c'est vraiment un actuel? biais, qui est extrêmement important. C'est un biais qui participe à ce phénomène que j'ai appelé la déprojection, donc la perte de désir et de capacité de se projeter. Pourquoi? Parce imaginons que, on est, dans cette situation de devoir réaliser un projet pour lequel on a signé, en amont, un contrat. Eh bien, si on n'est pas, en mesure, de créer des bifurcations, quand elles sont nécessaires, en fait, notre rôle est celui d'un pur instrument. C'est-à-dire qu'on est là pour réaliser, parfaitement tous les moyens qui vont permettre d'atteindre une fin qui a été fixée par un autre. Et ça, c'est la logique pure de l'hétéronomie et c'est une logique de la déprojection. Et ce que, je montre dans ma thèse, c'est que cette logique-là, elle est bon, évidemment pas très souhaitable pour, les sujets qui sont embarqués là-dedans et qui souffrent de déprojection, mais elle n'est pas souhaitable non plus pour les sujets collectifs que sont les organisations, que ce soit des entreprises, des associations, des communautés politiques. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises s'appuient, même quand elles le voient pas, sur la projection des sujets au jour le jour. Et ça, je le montre en travaillant à partir du sociologue, Christophe Desjours, qui montre que même sur une chaîne de montage, voilà, l'ouvrier, on a l'impression qu'il fait des gestes complètement hétéronormés, qu'il est là et que tout est fixé en amont et qu'il n'a aucune, capacité à se projeter. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que si il y avait pas tous les mini ajustements que fait l'ouvrier en se projetant, au quotidien, eh bien l'entreprise ferait tout simplement faillite. Les machines seraient enrayées, beaucoup plus souvent et cetera. Donc on a besoin de la projection des sujets pour pouvoir mener à bien un projet collectif, que ce soit le projet d'une entreprise ou un projet politique, et cetera. Donc il y a en effet un biais qui est très important de ce point de vue-là. Et est-ce que tu as développé justement dans ton écriture, dans ton livre, une manière pour pouvoir, se sortir de ces biais-là? Enfin, déjà pour les faire se con tu appuies des axes là-dessus sur ton livre, donc je serais curieux de voir comment tu le développes et puis ensuite quelle proposition toi tu as de ton étude pour pouvoir essayer d'en sortir Ouais. ou de Alors, structurer le projet pour autrement? prendre conscience, des biais, des sources de déprojection, c'est vraiment ma première partie de mon livre, elle est centrée sur la notion de déprojection. Donc c'est, déjà analyser ce phénomène de perte de capacité, et de désir de projection. Donc je vais m'attarder un peu là-dessus. La première chose, c'est de dire qu'il atteint pas seulement les sujets individuels, mais aussi les sujets collectifs. Et ça, c'est très important, il me semble, c'est de dire que il peut y avoir à l'échelle d'une entreprise, un déficit de projet, une perte de capacité à réaliser des fins qui sont désirables, et à les créer. Et c'est problématique, surtout quand on fait face, à la catastrophe environnementale où justement on a plus que jamais besoin de réfléchir, au sens et à la finalité de ce qu'on produit et on le fait pas, du tout, et c'est une forme de déprojection. Et ça, c'est elle touche les sujets à l'échelle individuelle, à l'échelle collective et par ailleurs, elle a une dimension, la déprojection subjective, mais aussi une dimension objective. C'est-à-dire que si on arrêtait complètement, de faire des projets, en fait, toutes les conditions, du monde qui font que le monde est habitable et que le monde permet à des êtres humains de se projeter, bah, seraient détruites, en fait. On a besoin toujours, de projets passés pour pouvoir réaliser nos projets actuels. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est celui de l'outil. Enfin, si pour construire une cabane, projet, rudimentaire s'il en est, on était obligé de réinventer le marteau à chaque fois, on s'en sortirait pas. Pour faire un projet de podcast, il faut s'appuyer sur les projets, de technologie, qui nous ont précédés et qui nous accompagnent. Et donc en fait, on a une sorte d'enchaînement des projets qui est indispensable. Donc là, c'est de dire, qu'on a besoin à 2 titres, pour les sujets et pour le monde, objectif, de se projeter. Et maintenant, quels sont, bon, je développe ça dans toute la première partie. Et maintenant, quels sont les moyens, de remédier à cette déprojection?
Et ben là, il y a 2 possibilités. Ou bien on s'inscrit au sein des organisations actuelles et on cherche à les amender le plus possible, pour faire en sorte, que, il y ait une plus grande autonomie qui soit laissée, au sujet. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites, en ce sens, qui semblent intéressantes et que je cite à la fin de la première partie de mon livre. Mais c'est pas l'hypothèse que je suis. C'est l'avantage de la littérature, enfin, de l'écriture, c'est que ça permet d'être très radical dans sa pensée et c'est ce que je fais dans toute la 2e partie du livre. J'essaye d'imaginer des institutions qui seraient le plus propices, selon moi, à la projection des individus et des collectifs. Et ces institutions, elles ont vraiment une dimension utopiste et il s'agit de penser comment on pourrait réorganiser, collectivement le travail, la monnaie, mais aussi la propriété d'usage, de l'environnement et des techniques pour faciliter la projection. Je sais pas si tu veux que je développe, d'emblée, ces points-là, Et bah écoute, moi j'ai envie de dire, si toi t'es à l'aise avec OK. ça, vu qu'on est dedans, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que tu as imaginé comme manière de faire. Bah, déjà, à quoi ça ressemble, j'imagine, c'est ça, c'est un peu de nous projeter justement là-dedans. Et puis après, si tu as aussi tricoté des idées pour pouvoir Oui. amener la OK. chose de l'actuel jusque ça, c'est un beau projet en OK, soi. ça Du coup, marche. je Vous suis allez voir, content de c'est un découvrir ça. voyage, dans un monde, différent. Pour structurer un peu la chose, l'idée, c'est de partir des conditions de la production qu'a identifié, Karl Polanyi dans La Grande Transformation. Donc il dit que pour produire, on a besoin, bon, du travail humain, de la terre, c'est-à-dire de l'environnement et de la monnaie. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de sans ces 3 dimensions-là. J'ajoute en fait que, le travail humain, c'est pas seulement le travail vivant, c'est le travail, incarné, même quand on est en train de faire un travail intellectuel, il y a un corps, qui est mobilisé. C'est aussi le travail qui est cristallisé dans des objets techniques. Un ordinateur, c'est le fruit d'un travail qui est là, qui est condensé dans un objet qui est en face de nous et c'est parce qu'il est condensé dans cet objet-là qu'on peut l'utiliser, le partager avec d'autres et le transmettre, à des générations, après nous. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le travail. Deuxième élément, c'est l'environnement. Alors, chez Polanyi, on parle vraiment de la terre, au sens, le plus simple du terme, c'est-à-dire que la propriété foncière et toutes les ressources, du sol. Montré suite à mon premier livre, c'est que la terre, il faut la comprendre de manière plus riche. C'est pas seulement le sol et ses ressources, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi l'air, c'est aussi l'eau. Et ce que je montrais, c'est qu'on a besoin de toutes ces dimensions-là pour pouvoir se projeter. C'est impossible d'envisager un projet sans eau potable. Et c'est tout le sens de ma mobilisation de l'œuvre de Hannah Arendt, c'est de montrer que en fait, il n'y a pas de projet, même de conquête de l'espace extraterrestre, sans la Terre qui fournit de quoi vivre et de quoi construire des fusées, par exemple. Euh, donc deuxième élément et troisième élément, c'est la monnaie. Traditionnellement, on la conçoit comme un instrument d'échange. C'est de dire voilà, on va créer un équivalent entre des marchandises qui ne se ressemblent pas et qui sont difficilement commensurables. Et montrer, c'est que la monnaie, c'est plutôt un instrument d'anticipation. Quand on fait un projet, par définition, on est en train d'imaginer une valeur d'usage qui n'existe pas encore. On veut produire une organisation ou un bien qui n'est pas là. Et il faut avoir une sorte d'acte de foi, de croyance dans le fait que ça va marcher et que ça va apporter une valeur d'usage. Et c'est tout le sens de la monnaie, de pouvoir anticiper cette valeur d'usage pour qu'elle puisse un jour venir au jour. Et puis les gens qui prêtent de l'argent, par exemple, font confiance dans le fait que cette valeur d'usage va bel et bien arriver. Donc voilà les trois éléments, et c'est à partir de ces 3 éléments que j'ai structuré les institutions que je propose. Tu me coupes hein, si je pars trop loin. Ouais, bien sûr. Mais juste avant que tu partes, il y a une petite question que j'ai est-ce que tu connais Olivier Frérot, qui est aussi non, alors il est lyonnais et il écrit aussi pas mal de choses sur les évolutions civilisationnelles. Et lui, dans son propos, il part du principe que la civilisation dans laquelle on est, elle est en train de s'effondrer. Il y en a une autre qui est naissante. Et au cœur de ça, il explique que en fait, ce qui fait que ça s'effondre, c'est que les institutions actuelles ne sont plus valables pour arriver à faire tourner le système. Et que donc, du coup, il y a nécessité de voir émerger de nouvelles formes Ouais. d'institutions. Et du coup, je te parlais de ça juste parce qu'en fait, ça me Ouais. faisait penser, vu que toi, tu appelles ça aussi institution, ça a l'air d'être vraiment Ouais. on va dire, le véhicule qui permet de pouvoir Ah oui, c'est génial, ouais, il y a des échos sur qui cet instrument, sont quoi. importants. Projet au sens. Comme je disais un peu en amont, ce que
il y a tout un travail qui peut se faire à l'échelle des organisations ou à l'échelle des individus pour essayer d'améliorer les choses. Mais je pense que cette solution-là n'est pas suffisante par rapport à l'ampleur des défis auxquels on est confronté. Et je pense aussi que ça peut avoir un effet à double tranchant parce que si on dit que c'est aux individus et aux organisations de s'en occuper, d'une part, ça les responsabilise, mais ça peut aussi les culpabiliser. Et parfois, on a des situations où les individus ne sont pas en mesure de faire les choses. Je pense au travail de Ehrenberg sur la souffrance psychique qui est liée au culte du narcissisme et de l'entrepreneuriat de soi. Enfin, ça peut vraiment créer des troubles psychiques graves, qui sont traités psychiatriquement. Et le deuxième élément, c'est que ça peut aussi dédouaner l'échelle plus grande de se prendre en charge en disant bon, nous on attend que les petits fassent les choses et donc on n'est pas responsable. Donc c'est pour ça que je pense que la sphère institutionnelle mérite d'être évoquée. Donc je disais sur la question du travail. Donc toute ma réflexion c'est d'essayer de voir quelles sont les conditions qui nous permettraient les conditions institutionnelles qui nous permettraient de travailler proprement sur des projets qui nous semble vraiment mériter d'être investi. Et la première hypothèse que j'ai faite, après d'autres, et qui est assez logique, c'est de dire qu'il faut avoir des conditions matérielles qui sont décentes et qui permettent de se consacrer à ce projet. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois, il y a des gens qui arrivent à se projeter très bien parce que ce sont des héritiers et qu'ils ont déjà un patrimoine culturel ou financier qui leur permet de prendre X années pour se lancer dans un projet. Ou alors parce qu'ils ils obtiennent des subventions quelconques, etc. Donc là, mon hypothèse, c'est celle qui est inspirée de Bernard Friot, c'est celle d'une qualification pour les projets, c'est-à-dire de dire que tous les sujets, une fois qu'ils ont atteint leur majorité, eh bien, on présuppose qu'ils ont une capacité à se projeter et que cette capacité à se projeter mérite à la fois une reconnaissance institutionnelle statutaire, c'est-à-dire qu'on a un titre qui correspond pas forcément à un domaine de projection, mais en tout cas à un niveau de projection. Et deuxièmement, une reconnaissance qui est aussi monétaire. Et cette reconnaissance monétaire, c'est ce qui va permettre au sujet de pouvoir développer leur projet comme ils l'entendent, plutôt que de chercher à gagner leur vie, tout simplement. Parce que gagner sa vie, c'est parfois se retrouver embarqué dans des projets ou des non-projets qu'on trouve destructeurs, par exemple pour l'environnement, mais aussi socialement, etc. Donc ça, c'est le premier échelon. Donc c'est un droit à la qualification pour les projets qui donne à la fois un statut et qui donne le droit à un salaire. Mini pause pour poser une question en reformulant. Ça voudrait dire que par exemple, dans le monde que tu décris là, Ouais, des moments où on devient entre guillemets porteur de projet, alors du coup, ouais, on considère que la personne mérite d'avoir un ouais. salaire pour pouvoir faire exister son projet. Ouais. Est-ce qu'elle doit du coup cette personne poser les trois piliers que tu citais avant, donc du coup de dire bah voilà la fin du projet, et du coup c'est pardon, ça passerait devant une sorte de conseil institutionnel qui viendrait valider si ça devient un projet valable ou pas, et si c'est validé, alors dans ce cas-là, la personne devient porteur de Ouais. projet, et Alors, là on c'est peut lui super verser un salaire intéressant, ça pour ça a plein de résonances philosophiques, la question que tu poses. Alors, l'idée première, c'est de dire que ce salaire à la qualification, il est bas déjà, c'est un niveau minimum et il est inconditionnel et il est universel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit vraiment de le penser comme un qui reconnaît et respecte tous les sujets pour leur capacité de projection, indépendamment des conditions réelles, enfin s'ils ont un handicap quelconque ou une situation familiale quelconque qui les paralyse, etc. Et ça correspond dans la philosophie kantienne à la notion de respect. Chez Kant, il y a vraiment l'idée que toute personne, en tant qu'être de raison, et donc être de raison, c'est un être qui est capable de poser des fins, mérite d'être respecté de manière absolue. Et donc je pense que si une institution était à même comme ça de fournir une qualification qui permette une existence digne et une projection digne, eh bien en fait on est en train de témoigner du respect du monde. Et donc c'est finalement une sorte de complément des droits tels qu'ils ont été pensés. Mais en tout cas, c'est comme la citoyenneté. En fait, quand on donne le statut qu'on acquiert le statut de citoyen à notre majorité, on ne nous fait pas un examen pour vérifier qu'on est bien en mesure de lire les bulletins de vote, de voter. On n'a pas d'obligation de vote, etc. Donc ça, c'est le statut de base.
Mais par contre, comme tu l'as dit, on n'est pas, enfin, quand tu posais la question, est-ce qu'il va falloir répondre aux 3 critères, donc de production en commun, de finalité et de créativité? Ah oui, en effet, d'une certaine manière, si les gens ne font pas ça, en quoi ça facilite la projection? Et c'est pour ça que cette institution, elle est doublée d'une deuxième institution qui est celle des niveaux de qualification. L'idée, c'est que, si on veut sortir du salaire, de base, du statut de base, eh bien, il va falloir prouver par, ces projets, qu'on est capable, de se projeter de manière utile, pour une communauté à une échelle, donnée. Et donc là, ensuite, c'est à discuter politiquement, mais quels sont, les différents niveaux de qualification, quels sont les différents, critères, qui sont pris en ligne de compte, peu importe, mais il s'agit de dire que, même si tout le monde a un droit égal au respect, tous les sujets individuels et collectifs n'ont pas le même droit à l'estime. Il faut faire une distinction entre le respect et l'estime. Tout le monde est respectable, mais tout le monde n'est pas également estimable parce qu'il y a des projets qui apportent plus, au monde que d'autres. Et c'est pas à moi de juger évidemment, c'est quelque chose, qui doit être établi démocratiquement en fonction de ce qui est jugé désirable, dans un contexte donné. Donc là, je pense, évidemment à celui de la catastrophe environnementale, mais c'est pas le seul paramètre, à prendre en compte évidemment. Hem Et donc bon, mais il y a une troisième question qui est posée, c'est celle, tout le monde, recevait ce salaire à la qualification, était en mesure de faire ce qui lui semblait, le plus désirable, possible. Est-ce qu'on est sûr que tout serait bien pris en charge? Et là, j'évoque, l'hypothèse, qu'il serait possible éventuellement, d'envisager sous la forme, d'une sorte de service civique ou peu importe, d'avoir une réserve, un peu comme une réserve qui fait que dans ton domaine de projection, par exemple, moi je suis prof, dans mon domaine, de projection et ben, je peux de temps en temps être mobilisée pour donner un coup de main s'il y en a besoin. Mais c'est vraiment en cas de dernier recours, sachant que, il est possible d'utiliser d'autres leviers en amont et notamment des leviers incitatifs. Par exemple, si on voit qu'il manque de profs, on peut créer une qualification, un niveau de qualification plus élevé, dans ce domaine-là pour inciter des gens à se projeter dans ce domaine-là. Et donc il y a pas forcément besoin d'en passer, par la contrainte, mais ça peut être un garde-fou, en dernier ressort. Et enfin, pour, clore sur cette, question du travail, je me suis interrogée, ça suffisait pour donner une projection heureuse au sein du travail et j'ai pris l'exemple un peu paradoxal étudié par Maud Simonet, une sociologue, qui montre que même dans le bénévolat, donc avec des gens qui sont a priori, engagés et heureux de s'engager puisque personne ne les y oblige, eh bien, il peut y avoir des tensions au travail, évidemment, et des inégalités au travail qui sont très fortes. Et en fait, elle montre que le fait que ce soit pas considéré comme un champ du travail, fait que ce n'est pas du tout, encadré, juridiquement et que tous les abus qu'il peut y avoir, peuvent complètement dériver. Et je pense, notamment à l'exemple de communautés qui dérivent, de manière, sectaire où il y a, des exploitations qui sont, pires finalement que dans le monde du travail alors que c'était censé être un endroit où il y avait plus de sens. Et donc c'est pour ça que ça me semble important que dans les projets, il y ait encore une fois, des garde-fous institutionnels qui s'inscrivent dans le sillage du droit au travail et qui permettent, par exemple, de penser, la question du contrôle démocratique de ce qu'on produit. Parce que c'est bien de pouvoir s'engager dans un projet collectif, mais il faut encore, pouvoir être autre chose qu'un pion au service d'une personne, qui a décidé que ce qui était le mieux, c'était ça ou autre chose. Voilà pour mon gros, premier, laïus sur l'institution du travail. C'est un vrai projet en soi, pour le coup, un projet de société qui est continu. Heu, est-ce que tu décris un peu plus comment ça se passe de ce côté-là, justement, pour pouvoir, soutenir, la création? Ah, vas-y, vas-y, Qu'est-ce vas-y. qu'on fait pour orienter concrètement vers des projets, qui répondent aux 3 critères que j'ai fixés? Bah, la première déjà, c'est de dire qu'il faut y avoir c'est une sorte de présupposé anthropologique, un présupposé anthropologique qui est celui de la confiance, dans les êtres humains. C'est de dire que, paradoxalement, il y a une forme de déprojection dans le monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup de gens qui sont contraints de faire des choses auxquelles, ils ne croient pas, et qui ne sont pas des projets, en tant que tels, mais que si, on donnait à chacun les conditions, pour se projeter, eh ben, sans doute qu'il y aurait des projets plus désirables, qui apparaîtraient. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire que je ne veux pas, moi, me fixer, ce serait complètement, mégalo, et impossible à justifier, je ne peux pas me fixer moi en juge de ce qu'est un projet désirable. Par contre, je donne quand même, quelques critères,
à partir de la philosophie et là, je me concentre sur, Platon, sur une relecture de Platon. Je suis revenue aux fondamentaux. Platon, nous dit, que, hem un cordonnier compétent, donc voilà, qui va avoir des projets de chaussures, il faut qu'il produise des chaussures, c'est clair et il faut qu'il sache, qu'il soit en mesure de produire des chaussures pour autrui. Donc en fait, il faut pas un cordonnier incompétent, c'est un cordonnier qui garderait les chaussures, pour lui-même. Donc il y a là 2 critères, c'est un, on produit quelque chose, et 2, on le produit pour l'usage d'autrui et pas pour son propre, usage. Donc on voit en filigrane que la premier critère de validation, du projet, c'est autrui. C'est la personne qui va être en face et qui va être à mesure de recevoir, notre projet. Et en fait, en creux, il y a une autre idée qui apparaît, c'est qu'un projet qui est désirable et qui est jugé juste, c'est un projet qui est le moins destructeur possible. La destruction s'opposant, à la production. Et donc, il y a là des débats aussi, parce que parfois il faut détruire ou mettre à l'arrêt certaines choses pour pouvoir produire, d'autres choses. Je pense, pas à la transition énergétique et cetera. Donc la destruction n'est pas, univoquement, négative. Parfois, il y en a besoin comme une étape. Et c'est là que je pense, les limites de mon raisonnement, c'est de dire, que ça ne peut pas être à moi de juger, donc il faut que ce soit une manière de juger qui est démocratique, mais à différentes échelles. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une organisation, d'une association, d'une entreprise, et ben, il faut que chacun puisse être en mesure de donner sa voix sur l'utilité ou sur la désirabilité du projet en cours à une échelle commune. Si on pense à l'organisation, du réseau ferré, on a plutôt intérêt à ce que ce soit pas, chaque petite, entreprise qui s'en occupe individuellement parce que sinon on retourne au problème qu'on avait, au XVIIIe siècle, au début du chemin de fer, c'est que c'était pas du tout coordonné. Donc on a besoin de coordination et donc là, l'échelle démocratique se fait à un autre niveau. Je rentre pas dans les détails de la démocratie parce que je pense que ça pourrait être un autre livre à part entière sur comment est-ce que s'organise la démocratie, à différentes échelles. Une question que je me pose, Mmh. c'est la notion de territoire. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose là-dessus. Se dire que forcément un projet peut être dans un espace dématérialisé et peut Mmh. être à disposition de tous les gens qui sont connectés à Internet, par exemple. Oui, Donc là, mais c'est une forme de territoire aussi. Et puis après, il y a tous les projets bien de, sûr. de production qui sont Mmh. censés, comme tu dis, en premier lieu répondre à des Mmh. besoins en fait du territoire. En quel cas, du coup, ça serait un peu le territoire qui Mmh. devrait parler et exprimer ses besoins Mmh. pour qu'on puisse savoir en fait quel projet doit Mmh. exister sur le territoire. Est-ce que toi, du coup, tu as des réflexions autour de cette notion de territoire et quelque part d'ancrage Ouais, aussi dans les complètement. besoins? J'ai quand même oublié un chapitre entier, ce qui est assez incroyable. Donc, imaginons notre petit personnage qui a sa qualification pour les projets, donc un statut et un salaire. Pas dit qu'il arrive tout seul, à trouver, ce dont, la communauté dans laquelle il habite ou une communauté qui l'intéresse, sur internet, pas dit qu'il arrive, à trouver, ce dont cette communauté a besoin et comment il peut, l'aider. Et en fait, ça peut, créer une forme de déprojection aussi. C'est quelqu'un qui a envie d'aider et qui n'arrive pas à aboutir, à ses fins. Et là, je pense, dans le siège de février 1848 où il y avait eu la première institutionnalisation d'un droit au travail, j'essaye de réfléchir à ce que ce serait qu'un droit au projet. C'est-à-dire que, pas pour, tout le monde, mais pour des sujets qui sont volontaires, et qui ont envie d'un projet, bah, il faudrait que la communauté politique, à l'échelle d'un territoire donné, donc on peut penser à l'échelle d'une commune, ou à une échelle, plus vaste évidemment, que cette communauté, politique puisse dire, en fonction de la qualification de la personne, parce qu'il s'agit pas non plus, de faire quelque chose qui ne lui correspond pas du tout et en fonction des besoins de la communauté politique qui sont, définis démocratiquement. Là aussi, on peut penser à tous les systèmes, très simples, hein, de boîtes à idées et autres, qui existent déjà. Eh bien, on peut essayer de créer des projets qui sont à la mesure, de ces personnes et je pense, par exemple, à une solution qui a déjà été expérimentée, c'est, la solution territoire zéro chômeur qui est, à l'œuvre dans certaines, communautés où en fait les chômeurs volontaires, peuvent se retrouver, à travailler dans le cadre d'institutions, donc ça peut être des locaux de réparation de vélos, je pense par exemple, qui leur permettent, hem d'avoir une activité concrète, donc un projet concret et pas seulement d'avoir, une allocation, au chômage. Ça fonctionne sur la base du volontariat, encore une fois. Et donc ça me semble, extrêmement important parce que ça permet de mettre en relation,
Ça permet de mettre en relation des sujets qui ont envie de se projeter avec des besoins identifiés démocratiquement. Et par contre, territoire zéro chômeur, c'est vraiment ancré à l'échelle très locale. Et moi, je pense que ce dispositif mérite d'être pensé à d'autres échelles parce que il y a des projets qui sont bons, qui ne sont pas à l'échelle du local à vélo. Et il n'y a pas de raison que quelqu'un qui souffre de déprojection soit forcément cantonné à des micro-projets, même si ces micro-projets sont encore une fois très importants et intéressants. Donc c'est là aussi articuler différentes échelles de projection communes. Dans ton système, comment est-ce que il y a le côté d'arriver à se connecter sur des besoins qui sont, ça veut dire qu'il faut déjà qu'on connaisse en effet les besoins du territoire. Comme tu le dis, que ça soit pas que des besoins, Mm. que ce soit des micro-projets, parce que pour des esprits qui auraient une appétence à travailler à une échelle plus grande, bah, du coup, ils vont pas être en résonance avec eux. Et en même temps, comment l'individu dans ton système arrive à savoir ce qu'il est lui-même. Mm. Tu parlais de la Mm. notion de projet aussi par la psychanalyse ou la psychologie. Du coup, j'imagine que dans ton Mm. système, il faut aussi que l'individu, le sujet, soit Mm. accompagné ou qu'il y ait quelque chose qui soit Mm. prévu pour qu'il puisse arriver à se connecter Ouais, avec sa oui, singularité, complètement. ce sur quoi il est appelé, quoi. La première chose que je peux dire, c'est que notre puissance de projection, elle est de part en part déterminée. C'est pas une création ex nihilo. Quand on a envie de se projeter dans un domaine donné, c'est qu'en fait, on a été déterminé par une histoire familiale, géographique, institutionnelle à se projeter ainsi. Et là-dessus, je suis très spinoziste. C'est-à-dire que la liberté, c'est de réussir à connaître ce qui détermine notre désir dans telle direction, vers tel élan. Et c'est Simone de Beauvoir que je cite qui dit exactement ça, qui dit voilà, on devient libre à partir du moment où on est capable de voir quels sont les projets passés, les projets qui nous entourent, qui vont déterminer notre propre puissance de projection dans sa singularité. Pourquoi? Parce que par définition, notre histoire est singulière. Donc en fait, si on est sensible, si on écoute tous les projets qui déterminent la singularité de notre parcours, eh bien, c'est là que notre projet devient plus singulier et apporte une certaine richesse aux choses. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'attention à l'histoire, mais c'est aussi l'attention à l'environnement. Et là, je pars dans un autre registre philosophique, c'est celui de Canguilhem, qui, dans Le normal et le pathologique, montre que tous les êtres vivants ont tendance à polariser leur milieu en fonction de valeurs, en fonction de ce qu'ils trouvent bien pour leur propre existence, pour leur vie et pour leur propre milieu. Et donc, en fait, c'est pas vrai qu'un environnement, c'est quelque chose de statique, un milieu naturel est quelque chose de statique, parce que tous les animaux, par exemple, contribuent à modifier cet environnement en fonction de ce qui leur semble bon, en fonction de ce qui leur semble juste. Et pour ce faire, eh bien, il faut habiter le lieu et le connaître. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et je prends de nouveau la métaphore architecturale. Une architecte que j'aime beaucoup, Anna Javeper, dit qu'un bon projet architectural commence toujours lorsque on habite le lieu. Et que la première chose que devrait faire un architecte, c'est avoir le temps de se poser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans le lieu qu'il va transformer ou qu'il va construire pour pouvoir identifier la lumière, les airs, etc. Donc la singularité du projet vient aussi de notre connaissance fine du milieu qui va accueillir ce projet-là. D'où aussi l'importance de la qualification pour les projets, parce que le fait d'avoir un salaire, même s'il est minimum, permet de prendre le temps de faire attention à cet environnement-là et à notre histoire, plutôt que de s'engouffrer d'emblée dans ce qui nous semble le plus logique à un moment. Et se prendre le temps, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour avoir des projets peut-être moins nombreux et donc moins destructeurs pour la planète, mais plus réussis et qui iront plus loin et qui apporteront plus de choses intéressantes. Merci pour ça. Euh, Maintenant, la question qui me vient, forcément, Mhm. là, on était dans un monde, comme tu l'as dit, plutôt utopique. Et puis, il y a le monde dans lequel on est encore actuellement. Euh, Est-ce que tu as des pistes de transition J'aimerais ou tellement. de bifurcation pour pouvoir aller là-dessus? Parce que souvent, c'est ça qui va coincer. Tu vois, moi, je vois par exemple, là, voilà, c'est la notion de projet qui est un petit peu avant-gardiste ou qui. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui, pour le coup, pourraient aller voir ton institution et dire, bah, moi, j'ai un projet. Ça ressemble à ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'est tellement éloigné culturellement de l'état du jour que ça va être difficile de pouvoir le faire exister. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas dans le monde actuel. Et en plus de ça, on n'a pas ce salaire minimum pour pouvoir prendre le temps d'aller s'ancrer dans le projet.
Et du coup, on se retrouve un peu bloqué, quoi, pour Et faire exister. j'aimerais bien avoir le mode d'emploi pour réaliser un tel projet, une telle qui est une vraie rupture. Alors, dans mon livre, je parle de projet des projets. Le projet institutionnel que je propose, c'est une sorte de projet qui permettrait à chacun d'avoir des projets, y compris des projets potentiellement pour proposer d'autres institutions que celles que je propose, parce que ça se trouve, en les actualisant, justement, on se rend compte qu'il y a des obstacles et on a envie de créer autre chose. Pour reprendre le troisième pilier que je citais de la projection. Donner des institutions qui permettent de se projeter, c'est donner des institutions qui permettent de créer d'autres institutions. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que là aussi, je me sens... mon projet à moi, c'est ce projet institutionnel, mais c'est très modestement un projet de livre que j'ai accompli. Et c'est pas un projet politique. De ce côté-là, c'est plutôt un rêve ou une chimère. C'est pas encore un projet qui a trouvé les moyens de s'implanter dans le monde. Et si je veux pouvoir en faire un projet, ben, ça demande exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire de la production et de la production en commun. Je peux pas faire ça dans mon coin. Ça demande de réfléchir aux finalités, notamment aux détails des institutions et à des expérimentations pratiques. Et ça demande enfin d'avoir une dimension créative. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que les institutions que je propose ne sont pas figées. Et pour ce faire, en fait, il s'agirait sans doute de s'appuyer sur des initiatives qui existent déjà, en fait, pour éviter cette paralysie que tu as l'air de souligner tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure de l'association Territoire Zéro Chômeur. Bon, elle existe déjà. Il y a déjà des expérimentations en France dans ce sens-là. Quand je parlais du droit au travail, il y avait eu après 1848, il y a eu vraiment des chantiers collectifs qui fonctionnaient sur ce principe-là, où des chômeurs pouvaient venir revendiquer l'exécution de leur droit au travail. Sur le fait d'avoir un salaire indépendamment du poste qu'on occupe, eh bien, comme le montre Bernard Friot, il y a déjà des choses qui sont faites dans ce sens-là, dans les institutions de la fonction publique, qui peuvent par ailleurs avoir plein de problèmes, mais il y a cet avantage-là. Donc en fait, on a déjà une série de déjà là sur lesquels on peut s'appuyer, mais il y a deux choses qui manquent. D'une part, il y a l'harmonisation entre ces déjà là, et c'est beaucoup plus facile à faire de manière théorique dans un livre, parce que ça permet de me montrer comment tout ça s'articule logiquement, mais pour articuler ça pratiquement entre des personnes, c'est beaucoup plus difficile. Et ce qui manque aussi, c'est l'échelle. Il faudrait que ce soit cohérent. Quelque chose qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je pense à cette notion d'institution, c'est aussi d'essayer de faire en sorte que ce droit il puisse être partagé par le plus de personnes possible. Or, si on travaille à l'échelle d'un petit territoire avec des petites expérimentations sur la monnaie, par exemple, je propose plusieurs institutions sur la monnaie, en fait, on est en train de créer un microcosme auquel peut-être que certaines personnes auront la chance de participer, mais quid de toutes les autres personnes tout autour qui n'y ont pas accès et qui, par ailleurs, contribuent à produire les conditions sans lesquelles ne fonctionnerait pas cette communauté-là. Parce que mon exemple du marteau le montre bien. Si on veut construire sa cabane ou construire sa monnaie locale, mais en fait, on s'appuie sur des projets qui sont extérieurs. Et donc, c'est logique d'essayer de penser le droit au projet des personnes qui sont autour de nous aussi. Donc, tout ça exige, pour le reprendre les philosophes grecs, un travail d'harmonisation, donc de création de liens entre des initiatives qui existent déjà. Et pour moi, c'est un projet politique. C'est un Oui. projet qui serait d'échelle institutionnelle. Euh, Moi, pour le coup, tu vois, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui ont ce... En fait, tu vois, c'est là l'un des paradoxes que je trouve de notre époque lié à tout ce qu'on discute depuis le départ, c'est que on parle de la fin du projet. Donc, en fait, oui, côté harmonisé, mise en coopération des acteurs, faire en sorte que tout ça soit orchestré, coordonné de manière cohérente, pour que ça puisse vraiment faire quelque chose de bien et d'efficace. Il y a peu de personnes vont dire que c'est faux, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de choses qui émergent à droite à gauche, mais qui sont un peu désordonnées, complètement désordonnées même. Et puis à côté de ça, la partie vraiment individuelle, il y a quand même beaucoup d'individus qui ne sont pas forcément des individus qui ont envie de monter des nouveaux projets, mais qui ont une appétence à venir faire les liens, coordonner, faire circuler de l'information sur l'information, connecter des personnes, partager des contacts, des choses comme ça. Et ça, il y en a beaucoup dans l'écosystème des par exemple, des gens qui sont dans une culture open source. Enfin, voilà, ils vont trouver ces territoires-là pour pouvoir essayer de s'exprimer. Mais par exemple, ces démarches-là sont très souvent en parallèle des institutions actuelles.
Et en plus de ça, donc pas forcément d'économie en soi qui est existante dessus. Donc, c'est des choses qui sont vraiment sur, une notion de pur, bénévolat Mmh. et qui du coup sont très éphémères et très précaires et qui sont pas ce qui fait que ça arrive pas à prendre, quoi. Et voilà, c'était l'une des limites, comme tu disais, l'une des limites concrètes que je vois à l'heure actuelle pour réussir à, faire exister au final le monde que tu nous décris, juste avant. Quand j'ai commencé Non, ma, vas-y, vas-y. ma thèse, et que je disais je croyais assez naïvement qu'il suffisait de partager des ressources, je m'étais mis en tête que, il suffirait de créer une plateforme, dans lesquelles on pourrait partager des ressources monétaires, donc type, campagne de fonds, des ressources, techniques et des ressources de travail humain en mettant en commun, des compétences, des savoirs et puis des dispositifs techniques, concrets et enfin, pour le troisième volet, un partage, des ressources, environnementales, qui sont indispensables, à la projection. Mais en fait, je me suis rendu compte, assez vite des limites de la chose. C'est-à-dire que, c'est bien, c'est un moindre mal parce que ça permet d'essayer de créer un semblant d'harmonisation entre des appétences qui sont déjà là, pour la projection. Mais ça ne suffit pas parce que, on reste dans le paradigme, actuel, et qui nous mène à la catastrophe du point de vue environnemental, tout simplement parce que, il y a une sorte de déficit de projet authentique. Et ça, c'est un élément que j'ai pas trop développé, mais je pense qu'un projet, en bonne et due forme, pour reprendre les anciens, ça doit être un projet dont la fin vaut de manière absolue. Et pour le dire à la manière de Platon, on ne peut pas penser qu'un projet, est un véritable projet. Une activité productive n'est pas véritablement juste, si, elle est au service de l'acquisition des honneurs, des richesses, des voluptés ou du pouvoir évidemment. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le projet est tout simplement un instrument au service d'autre chose. Et donc on reste dans une logique purement instrumentale qui est infinie. Parce que si mon projet actuel est juste un instrument pour acquérir plus de pouvoir, le pouvoir devant me permettre de faire plus de projets à l'avenir, eh ben, qui me garantit que, une fois que j'aurai ce pouvoir-là, je ne vais pas faire de nouveaux projets pour acquérir encore davantage de pouvoir et ainsi à l'infini. Donc en fait, on est dans une logique dans laquelle on ne se projette pas véritablement parce que tous les projets qu'on fait sont des outils pour une autre fin. Et donc, un des enjeux des institutions que je propose, c'est d'essayer de réfléchir aux moyens pour que les sujets individuels et collectifs puissent se projeter pour des fins qui sont désirables en soi, qui sont une fin en elles-mêmes et pas parce qu'elles permettent de gagner plus ou d'acquérir plus d'influence ou plus de pouvoir, etc. Par ailleurs, rien ne dit qu'un projet qui fonctionne ne permet pas, par ailleurs, de gagner plus de pouvoir et cetera. C'est un dérivé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui accompagne par surcroît un projet, et c'est pas la fin du projet. La plateforme, dont je parlais, enfin le risque, c'est que les seuls projets qui fonctionnent, c'est des projets qui sont en fait des simulacres de projets, des projets qui restent des projets instrumentaux au service d'autres fins. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que notre société fonctionne comme ça. Elle fonctionne comme ça depuis longtemps, même si c'est avec des degrés différents et selon des mécanismes différents en fonction des époques. Donc encore une fois, on revient sur la dimension très utopiste de, euh, de mon livre, qui implique un peu de désillusion pour moi aussi, hein, parce que j'aimerais bien voir ces institutions pour pouvoir faire plus de projets et pas seulement dans le domaine académique dans lequel je suis. Et ce qui est plus difficile aujourd'hui, enfin, quand on veut créer dans des domaines artistiques ou autres et qu'on est cantonné dans un domaine, bah, c'est source de déprojection parce que la société est organisée comme ça. Ce que je vois toujours aussi, c'est, ces ruptures, en fait, cette espèce de mur qu'il y a, heu, notamment entre, tu vois, ce qu'on disait, quand tu poses à l'écrit, heu, je travaillais avec une personne il y a Ouais, pas longtemps qui appelait ça exactement. Ouais, l'endroit de la pensée rêve, en fait. ouais, Ben, on rêve et ouais. ensuite le rêve, on essaie de le matérialiser d'une certaine manière. Donc on peut le matérialiser en faisant de l'art, en écrivant des récits ou des choses et puis ensuite après on va essayer de faire en sorte que le rêve puisse se propager et donc du coup on va rentrer dans la pensée dire. En fait, ça va être tout un mode de discours, d'éloquence, de partage, et ça a fait d'une certaine manière, heu, du bien parce que ça fait, exister de manière virtuelle, quelque chose qui n'est pas encore présent et donc du coup ça peut créer des résonances et donc du coup ça peut créer des récits qui sont engageants. Ouais, Mais le moment ouais, où du coup on rentre dans ouais. le faire, là il y a un écart énorme. Ce qui fait qu'en fait ça crée aussi un autre, effet négatif de bord, c'est,
Ouais, qu'on va avoir tellement d'espoir et tellement ouais, d'envie de voir exister cette projection, qu'on va avoir envie de devenir acteur ouais, pour se faire exister, mais le système dans lequel on est ne permet pas de l'être. Et donc, un peu comme les gens qui sont dans les co-anxiétés, par exemple, qui se disent ah bah oui, ben, moi, je fais tout ce que je peux à ma petite échelle chez moi, mais ouais, maintenant, j'aurais envie de rentrer dans des projets qui permettent de faire ça avec notre échelle, avoir plus d'impact. Sauf que, en effet, il n'y a pas une ouais, institution dans laquelle on peut aller taper à la porte en disant bah là, maintenant, ouais, moi, je suis prêt à m'engager à fond pour avoir de l'impact. ouais, Dites-moi où je dois m'orienter, où est-ce qu'il y a un besoin précis, exactement. parce qu'il n'y a Ouais, pas de, il y a pas de terre d'accueil au final pour mm, ces énergies-là. Donc, du coup, on se retrouve à être coincé. Et vu qu'on est coincé, on se mm, retrouve à devenir soit dans une sorte de dépression d'une certaine manière, soit sinon on active un mode déni qui nous permet de partir sur autre chose en disant bon, ces sujets-là, bah, de toute façon, je peux rien y faire, donc mm, je vais essayer de kiffer ma vie autant que possible en faisant d'autres choses. Et en fait, on va ouais, rejoindre des projets, mais qui sont pas vraiment le projet avec lequel on est en résonance. Ils sont une couche qu'on s'est rajoutée, un biais de plus qu'on s'est rajouté. En fait, on s'est décroché de ouais, nous-mêmes aussi, quoi. Et ça ouais. crée des effets rebonds Mais qu'on après, je pense trouve c'est aussi une question assez d'échelle, hallucinants. c'est-à-dire que c'est les projets institutionnels que je propose, que je propose avec d'autres, hein. Encore une fois, je m'appuie sur le travail de plein de gens, évidemment. C'est des projets qui sont à très grande échelle. C'est des projets de rupture de société qui sont énormes. Et en fait, on en a déjà eu dans la société. Enfin, passer de la monarchie à la démocratie, c'est une rupture majeure et qui semble complètement impensable quand on se place dans le paradigme des monarchies absolues. Et pourtant, c'est arrivé. C'est arrivé. Et c'est pas un conquis, un acquis définitif. On ne sait pas ce que nous réserve l'histoire, mais de fait, on a déjà eu des changements institutionnels de cette ampleur, et c'est des choses qui se préparent sur le très long terme. C'est-à-dire qu'on voit quand on étudie l'histoire culturelle de la Révolution que avant les engagements sociaux concrets, matériels ne seraient concrets. Il y a les cafés, il y a les salons, il y a toutes les idées des Lumières. En fait, il y a tout un travail intellectuel, pas que intellectuel, mais aussi intellectuel qui a été réalisé en amont. Et donc là, je pense que la solution, c'est d'avoir deux échelles de projection différentes. C'est-à-dire que le fait d'avoir un espoir pour une généralisation des communs ou pour une généralisation d'institutions comme ça qui semblent prometteuses face aux défis environnementaux, bah, c'est très bien et on peut déjà s'engager dans le domaine pour porter ces idées et ces pratiques à l'échelle politique. Seulement, il ne faut pas espérer qu'il y ait des résultats demain, tout de suite. Pourquoi? Bah parce que on en a parlé, mais c'est une sphère institutionnelle immobile, compliquée à atteindre, que c'est long. Et par ailleurs, quand on en a la possibilité, c'est de réussir à créer dans ce monde où il y a beaucoup de déprojections, à créer des sphères où on arrive quand même à se projeter un petit peu. Donc ça peut être par son travail quand on a la chance d'y arriver, ça peut être dans d'autres sphères de l'existence si on a aussi la chance de pouvoir y arriver. Mais j'insiste sur ce mot chance, c'est-à-dire que j'ai pas envie de culpabiliser les gens qui n'arrivent pas à se projeter dans les conditions actuelles, parce que je ne pense pas que ce soit nécessairement une faute individuelle. Je suis ravie s'ils arrivent à s'en sortir et s'il y a des gens qui les accompagnent pour s'en sortir. Euh, mais je ne veux pas que des gens qui n'arrivent pas à se projeter aujourd'hui se disent c'est de ma faute, parce que je pense qu'il y a vraiment systématiquement une forme de déprojection dans notre société. Et l'espoir, c'est que je pense que, encore une fois, j'ai une confiance anthropologique qui fait que je pense que dans tous les sujets, il y a cette puissance de projection qui est là, qui est larvée, souvent qui est étouffée, mais qui existe. Et c'est ce que dit Paul Ricoeur dans la philosophie de la volonté. Il montre que si on est capable de soigner quelqu'un, c'est pour autant qu'il y a un reste de volonté qui continue à vivre, même si c'est de manière complètement étouffée. Et c'est sur ce reste de volonté qu'on peut s'appuyer en tant que soignant pour aider la personne à s'en sortir. Donc en fait, c'est bien parce qu'il y a cette force de projection, même si elle est toute tue, étouffée, qui est là, qu'on peut espérer soigner la personne, et que soigner les personnes à une échelle collective aussi, parce que c'est l'enjeu. Arriver à venir se reconnecter sur cette petite étincelle qui reste encore là au fond, pour Exactement. en termes de projection, pour aller justement au-delà de notre présent, notre conversation. Toi, qu'est-ce que tu projettes du coup en continuité? Tu as écrit là à ton projet d'institution, comment est-ce que tu vois ton rôle et
Et quels seraient tes premiers interlocuteurs ou alliés? Déjà, c'est de C'est quoi tes travailler avec prochains les petits outils pas à toi? que je maîtrise. Donc, c'est le langage et l'écriture, les conférences, c'est les podcasts, enfin, tous les moyens de diffuser les idées, c'est déjà quelque chose. D'ailleurs, ce qui me permet de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y avait toujours un saut du moment des idées, des livres de rêve, enfin, et la réalisation concrète. Moi, je pense qu'il y a déjà quelque chose de concret dans le faire un livre, de Le 3 faire une étapes. conférence, c'est déjà du faire, ça a déjà une existence matérielle, mais ça suffit pas. Et donc là, ce que je fais, c'est d'essayer à la suite de la publication de mon livre, c'est d'essayer de voir comment ça résonne dans les différents domaines, parce que le projet a une importance dans l'architecture, j'ai dit, mais a une importance dans le domaine du soin aussi, a une importance dans le domaine entrepreneurial aussi. Et donc en fait, dans tous ces domaines-là, il y a à la fois un sentiment de désarroi par rapport à des dispositifs de projet qui sont mal conçus souvent et qui peuvent être source de souffrance. Et en même temps, il y a l'envie de créer quelque chose avec du sens, donc en fait de se projeter. Et donc c'est de réfléchir à partir de ces différents domaines-là pour voir en quoi les idées que je porte peuvent être actualisées à des échelles qui sont euh, petites, mais qui ont le mérite d'être déjà là, enfin, et qui permettent de faire quelque chose en attendant. Donc, c'est encore une fois combiner les deux échelles. Combiner l'échelle du projet sur le temps long, qui pour l'instant ne peut se traduire que par l'écriture et la diffusion d'une parole, y compris dans des sphères politiques, et l'échelle plus concrète, qui est d'aller voir les gens dans les différents domaines qui sont confrontés au projet et d'essayer de les accompagner dans le fait de corriger au mieux les dispositifs de projet qui sont source de déprojection pour permettre aux sujets individuels et collectifs de recouvrer cette puissance de réaliser des choses désirables. Et on arrive bientôt à la fin et j'ai une dernière question. Est-ce que dans toutes tes recherches et tes explorations, tu as remarqué, découvert des personnes qui, là, aujourd'hui, sont en train de réussir un peu à percer sur le terrain, donc dans le faire en sorte que les projets soient faits différemment, ouais, et qui arrivent à avoir des preuves, en fait, autres que les exemples que tu m'as cités, si tu en as d'autres? Parce que je trouve ça intéressant aussi dans le sens où, quand on t'écoute, vu qu'on a une notion de temps long, on pourrait se dire: «Bon, bah, tant qu'entre guillemets «les intellectuels» n'ont pas, dit un peu comme les Lumières, les concepts, de leur temps et que ça a pas redescendu de manière un petit peu fine». Moi, si je suis calé beaucoup plus terrain, bah, en fait, le terrain n'est propice, je suis en avant-garde. En fait, il faut que j'attende que ça décante d'une certaine manière et ensuite je pourrais m'activer quand c'est le bon moment et sauf que cette notion d'attente, si Bien sûr. l'attente dépasse, Ouais. la durée d'une vie, bah, en fait, on peut rien faire. Est-ce que tu as identifié justement des acteurs, pour, entre guillemets, «pouvoir guider», Avant d'aller dans le concret, j'ai juste une petite remarque abstraite par rapport à ce que tu viens de dire. La toute première, c'est, je vais pas donner l'impression que c'est descendant. Enfin, je pense pas que les intellectuels donnent des plans et qu'ensuite les gens appliquent ce plan-là. Enfin, ce serait complètement. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, la plupart des idées que je défends, elles sont en fait tirées d'abstraction par rapport à des expérimentations de terrain qui existent déjà. Et donc, en fait, c'est évidemment imbriqué l'un dans l'autre. Il y a pas la sphère intellectuelle qui dicte. Pourquoi? Parce que si c'était la sphère intellectuelle qui dictait aux gens du faire ce qu'il faut faire, ben on serait dans la déprojection la plus totale. C'est-à-dire que il y aurait d'un côté les intellos qui font des projets et les autres qui les appliquent et qui ne font surtout aucun projet. Et c'est pas ce qui se passe et c'est pas ce que je souhaite non plus. Donc ça c'est le premier élément. Et alors sur une expérimentation concrète qui me semble hyper intéressante, je parlais tout à l'heure des différents niveaux de qualification et du fait que on pouvait avoir augmenté son niveau de qualification de manière conditionnelle. Et sur ce terrain-là, il y a un philosophe que j'aime bien qui est décédé maintenant, qui s'appelle Bernard Stiegler et qui a travaillé à Pleine Commune sur un dispositif qui permettrait d'extrapoler le régime des intermittents du spectacle dans d'autres domaines. Les intermittents du spectacle touchent un chômage toute l'année à condition d'avoir un certain nombre d'heures sur une période donnée cachés, donc d'heures où ils ont fait de l'art et qui a été reconnu comme tel. Et en fait, ce dispositif-là, il pourrait très bien être mis au service des projets. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire que si j'ai mis 500 heures au service de projets à l'échelle locale qui permettent d'améliorer l'économie d'un quartier, etc., eh bien, je vais toucher le chômage toute l'année, ce qui va me permettre de faire d'autres projets qui vont pas être d'emblée lucratifs et qui vont être intéressants.
Donc ça, c'est une initiative, je trouve ça intéressant parce que c'est justement ça vient d'un philosophe, pas que lui, parce que c'est encore une fois un projet, donc c'est un projet commun, mais qui est d'emblée dans le faire et qui fait, des choses intéressantes. Après, encore dans le faire, j'ai parlé du territoire zéro chômeur, mais dans la même, lignée, il y a, l'Institut Rousseau qui a essayé de développer, et de porter, cette idée d'un droit au chômage modifié dans lequel, les chômeurs pourraient, concrètement participer, à des activités. Donc là aussi, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Mais bon, je vais pas développer parce qu'en fait, il y a plein d'initiatives qui me semblent hyper intéressantes, et qui existent déjà et qui doivent nous donner confiance dans le fait que les institutions que je propose, même si elles sont très utopistes, elles viennent pas de nulle part. Je les ai pas inventées, ex nihilo, et si je les ai pas inventées ex nihilo, c'est parce que, elles sont déjà en germe dans le monde dans lequel on est, qui est source de des projections, mais qui est aussi, héros de projets, qui me semblent Ouais, désirables. bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est intéressant aussi. Là, je pense qu'on parle plus au présent, même ce que tu défends toi, le côté Ouais, de exactement. venir nourrir ta Ouais, c'est recherche et ça. tes écrits avec vraiment ce qui se passe sur le terrain. Cu- Culturellement, ou des fois dans un biais culturel, un peu encore piégé dans ce côté très. Il y en a qui pensent, savent du coup derrière, qui exécutent au final ce qui a été pensé par d'autres, alors que on est vraiment plus dans une démarche où dans tous les cas, ça vaut le coup de Ouais, mettre en tout cas beaucoup plus en lumière ouais, que même à d'autres ouais, époques, on s'imaginait que c'était complètement descendant. Il y a toujours eu des gens ouais, qui étaient là à expérimenter des choses, ouais, d'autres allaient observer, et c'est parce qu'ils les mettaient en discours ou en ouais, lumière. ouais, Et vu que c'était eux qui le faisaient, bah, c'était eux qui ouais. étaient en lumière, bien entendu, mais n'empêche que s'il n'y avait pas eu ceux qui étaient sur le terrain, C'est bon, ça. voilà, il peut y avoir un côté, Le des fois Nietzsche, un peu super bien. d'acteur de l'ombre qui est frustrant, mais sans les acteurs de l'ombre, et ben, du coup, il peut pas y avoir. T'as Non, raison, non, et c'est t'inquiète, Nietzsche qui dit ça. Il tu montre avais que un truc à les dire. génies, entre guillemets, les figures des génies sont en fait, des figures qui viennent, après, plein de figures de l'ombre, et il y aurait pas ces génies, entre guillemets, sans toutes ces petites mains qui ont été anonymisées et pourtant qui sont, inhérentes au projet. Tu disais que, c'est un peu triste d'une certaine manière quand on a une attente qui dépasse, le temps d'une vie, et en même temps, j'ai envie de dire, bah, c'est à la fois triste et beau. C'est ce qui fait que, il y a un dialogue entre des générations, par-delà la mort. Enfin, je pense, à Schopenhauer qui dit: «Bah, les pyramides, ce sont des messages qui sont adressés, à des générations, à travers les millénaires». J'ai envie de dire aussi que les grands projets, scientifiques, je sais pas, sur l'énergie nucléaire, peu importe, mais des grands projets scientifiques, dépassent largement, la durée d'existence, d'un individu, et pourtant c'est des projets, qui méritent d'être menés jusqu'au bout, même si, quand on en est partie prenante, bah, on sait qu'on ne verra pas le bout, et c'est un peu, triste d'une certaine manière, mais c'est aussi enthousiasmant. Ça veut dire qu'on participe aussi à des choses qui dépassent, notre propre existence. Oui, je te rejoins. Mais c'est vrai que ça demande, en tout cas à notre époque actuelle aussi, d'avoir cette évolution Ouais. culturelle et cette reconnexion avec la notion de génération. Ouais. Donc de sortir de cette vie complètement orientée Oui, oui. sur soi et sur moi, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que moi je peux exister dans ce monde, et d'être plus sur Ouais. retrouver le lien avec la communauté, avec les générations. Ça va Ouais. pas mon projet, mais c'est le projet d'un commun. Et je participe à ce projet-là et je vais le transmettre à mes Mmh. enfants. Et en fait, ça Mmh. redonne sens aussi à la famille, à la tribu, enfin, toutes ces choses qu'on Voilà. peut déconnecter là maintenant. C'était la belle conclusion sur la partie philosophique. Moi, je voulais juste Mmh. appuyer une dernière fois sur l'exemple que tu donnes sur le temps du spectacle, parce que je trouve ça très concret, très présent et intéressant. Parce qu'au final, c'est vrai, pourquoi est-ce que il y aurait un Mmh. mode de rémunération qui est pensé pour des projets Mmh. artistiques qui ne pourrait pas Ouais. s'appliquer au projet en général, tant que le projet, comme tu disais, a une fin et a une utilité pour d'autres que soi. Mmh. C'est vrai qu'en plus de ça, ça serait assez facile, donc le système est déjà existant, de pouvoir dire: «Bah, en fait, faisons rentrer juste Ouais. d'autres types de projets dans le même Mmh. système et expérimentons comme ça par Ouais. type de projet ou par type de secteur, et puis on verrait si ça fonctionne ou pas». C'est assez immédiat, évident, quoi, le truc, on devrait pouvoir faire. Je ne sais pas encore à qui il faudrait que j'aille voir pour que ça Ouais. puisse se débloquer rapidement, vu que les institutions sont difficiles d'accès. Mais en Bah, tout très cas, ça chouette. serait vachement stimulant de tester ça, quoi. Eh ben, écoute, Bah, merci beaucoup à toi. je te remercie, beaucoup pour cet échange. Mmh. Est-ce que tu as, un dernier partage ou un dernier point d'actualité? Est-ce que tu as Eh bien, des la endroits où on peut prochaine venir date, t'écouter prochainement? c'est à la fin de l'été parce que Bon, je vais quand même j'en prendre des par là-bas. vacances, mais à la fin de l'été, je serai sur, France Culture le 28, pour présenter, le projet dans le cadre d'une émission sur, horizon et temporalité, donc vous pouvez m'écouter à ce moment-là. À France Culture. Eh ben, écoute, je te remercie.